Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, élection des super maires des villes au Cameroun. La désignation avait lieu ce 3 mars dans les grandes villes du pays. Le poste de super maire introduit par le Code général de décentralisation. Le président Faure Gnassingbé est réélu à la tête du Togo. La Cour constitutionnelle a confirmé ce mardi les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 février. Nous en parlerons avec notre invité Christian Trimua, ministre togolais des droits de l'homme en charge des relations avec les institutions. Et les nouvelles ambitions d'Air Sénégal. La compagnie nationale sénégalaise envisage d'ouvrir son capital aux investisseurs privés afin de porter son capital à plus de 456 millions d'euros. 14 super maires ont donc été élus ce mardi 3 mars au Cameroun. Les super maires sont à la tête des grandes villes, les communautés urbaines. Le poste est nouveau puisqu'il vient remplacer le délégué du gouvernement nommé jusqu'ici par le président de la République. Un poste introduit par la loi de décentralisation. Nelly Claude Bessa. Les maires des grandes villes ont été désignés au Cameroun à la suite des élections de ce 3 mars 2020. Ce sont donc 14 maires des villes qui ont été élus par les conseillers municipaux issus du scrutin municipal du 9 février 2020. Une élection qui découle de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Le poste des élus locaux qui supprime celui du délégué du gouvernement nommé par décret présidentiel est l'une des résolutions du grand dialogue national. Les nouveaux maires des villes viennent apporter une dynamique nouvelle au processus de décentralisation avec toujours la même mission principale, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations sur divers aspects, notamment la salubrité avec l'aménagement de la voirie, la tranquillité et l'esthétique publique qui consiste, n'est-ce pas, en l'embellissement des villes constituant autrefois la communauté urbaine. Placé au-dessus des maires d'arrondissement, le maire de la ville doit assurer la coordination à la fois au niveau des transports, de l'hébergement et des autres équipements ayant trait à l'aménagement. Avec la gestion de près de 800 milliards de francs CFA alloués aux collectivités territoriales décentralisées, soit 15% des recettes annuelles de l'État, les nouveaux maires des villes devront rendre compte de leurs actions aux conseillers municipaux qui les ont élus. L'élection des maires des villes vient apporter une preuve du renforcement de la démocratie locale. D'autre part, cette élection matérialise la volonté des pouvoirs publics à donner une suite favorable aux recommandations du grand dialogue national car la suppression du poste de délégué du gouvernement avait été expressément évoquée. En attendant leur installation le 6 mars 2020, les super maires élus, comme on les appelle, se disent tous prêts pour relever les nouveaux défis. Ceux des villes de Yaoundé, Limbé et du Nord envisagent collaborer avec le gouvernement pour l'organisation réussie du championnat d'Afrique des Nations en avril 2020 ainsi que celle de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2021. Le Sahel à présent et les difficultés de la lutte contre le terrorisme. La situation s'est même dégradée pour 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, où on observe une recrudescence des attaques terroristes. Devant ce constat, le G5 Sahel est pointé du doigt pour son manque d'efficacité. Philomentine. Dans un contexte marqué par la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel, la lutte contre le terrorisme s'enlise dans les pays tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, étant particulièrement touchés par cette flambée d'attaques contre des cibles civiles et militaires. Selon les analystes, le G5 Sahel est un échec qui serait favorisé par la gestion financière de la stratégie de lutte qui est plutôt opaque, une région faiblement dotée en matériel et en coordination, mais surtout caractérisée par une crise de gouvernance. Chaque pays pris individuellement déploie des efforts à travers son armée nationale et au niveau transnational, mais cette force conjointe manque énormément d'équipements et de moyens. La lutte n'est pas que militaire, elle doit être aussi une lutte qui se mène sur un autre plan, c'est-à-dire le plan de la gouvernance, mais aussi le plan du développement. Ce qu'il faut noter est que les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ne se prêtent pas à sanctionner vigoureusement certaines pratiques liées à la gestion nébuleuse du financement de la lutte contre le terrorisme. En outre, ces pays étant victimes d'attaques terroristes quasi quotidiennes ont été dotés par l'Union économique et monétaire ouest-africaine d'une enveloppe de près de 70 milliards de francs CFA pour mieux faire face à l'insécurité afin
2019. Les résultats sont très mitigés. Les dirigeants de la région aujourd'hui pensent qu'il y a plutôt même un manque d'intérêt. L'année 2019 aura été l'année la plus meurtrière pour les armées, mais aussi pour les civils. Dans le cadre de la lutte, on constate dans ces pays une non-conformité des armes livrées aux prescriptions techniques, des détournements dans l'achat même de ces armes, des surfacturations. Au moment où les citoyens contribuent à l'effort de guerre, soit par des taxes ou impôts ou encore de façon volontaire. Dans l'actualité également au Togo, la Cour constitutionnelle a confirmé ce mardi 3 mars la réélection du président Faure Gnassingbe. Il obtient 70,78% des suffrages, loin devant son principal adversaire, Agbeyome Kodjo, qui totalise lui 19,46% des voix. L'opposant avait d'ailleurs déposé un recours devant la Cour constitutionnelle dénonçant des irrégularités lors du scrutin, recours rejeté par l'institution. Le président Faure Gnassingbe, au pouvoir depuis 2005, est donc réélu pour un 4e mandat à la tête du pays. Et pour en parler, nous recevons Christian Trimua, ministre togolais des droits de l'homme en charge des relations avec les institutions. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le ministre, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du président Faure Gnassingbe. L'opposant Agbeyome Kodjo, lui, continue de réclamer la victoire, même si son recours a été rejeté. Est-ce qu'il n'est pas difficile de commencer comme ça un nouveau mandat dans un climat de contestation ? Déjà, il faut féliciter le peuple togolais qui a su mener une élection dans un contexte apaisé, sans aucune violence, et en suivant toutes les règles de l'art. Et ensuite, relever que le fait en soi qu'un candidat conteste une élection n'est pas anormal dans le principe, parce que les tests togolais prévoient une procédure pour pouvoir contester lorsqu'on n'est pas d'accord avec la manière dont les élections se sont passées ou qu'on a des raisons de pouvoir les évoquer. Mais dans le contexte précis du Togo, la Cour, vous l'avez souligné, a rejeté les motifs qui avaient été évoqués par M. Agbeyome Kodjo dans son recours et donc a confirmé les résultats. Il n'y a pas de difficulté majeure à commencer un mandat dans un processus qui s'est très bien déroulé et dont les conclusions ont été données par la Cour constitutionnelle. Alors tout de même, monsieur le ministre, il n'y a pas que l'opposant Agbeyome Kodjo qui conteste ce scrutin, le déroulement de ce scrutin. Il y a également la conférence épiscopale qui a dénoncé, je cite leurs propos, le manque de transparence et d'équité de l'élection présidentielle du 22 février. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Mais nous disons que la conférence épiscopale, depuis le début du processus, avait pris fait des causes pour l'opposition. Et elle vient encore de nous donner la preuve qu'elle était partiale dans cette démarche-là. Et nous avions donc raison de considérer qu'elle n'était pas suffisamment neutre pour pouvoir faire l'observation des élections. Mais vous évoquez son avis qu'elle donne qui est intéressant dans la mesure où cette conférence n'a pas observé les élections. Qu'elle n'a pas pu observer les élections à partir de ce moment, elle n'a pas d'éléments factuels sur lesquels elle base son avis. Et vous noterez qu'ils ont évoqué la main sur la conscience. Or, les élections, c'est fait de faits. Il faut prouver ce qu'on est en train de dire. Il faut donner des éléments matériels. Et vous noterez que dans le recours de M. Agbeyome Kodjo, la Cour a relevé qu'il n'apportait aucun élément matériel à l'appui de cette préoccupation. La conférence épiscopale du Togo est dans le même registre. Ce sont des partenaires. Justement, vous dites qu'ils n'ont pas eu d'observateurs à cette élection. Avant l'élection, la CENI avait retiré l'accréditation à 900 observateurs d'une organisation de la société civile, autorisation qui avait déjà été refusée à la conférence épiscopale qui prévoyait de déployer 9000 observateurs, sans compter l'annulation du système de sécurisation électronique des votes, le logiciel Sincère. Est-ce que ce n'était pas un mauvais signal déjà envoyé avant l'élection ? Non, en fait, la CENI n'a pas retiré l'accréditation à 900 observateurs. La CENI a retiré l'accréditation à une organisation de la société civile qui prévoyait de déployer des observateurs. Voilà, et qui malheureusement avait donné de fausses informations, avait inclus dans ces observateurs des observateurs qui n'avaient pas reçu d'accréditation. Il s'agit de partenaires internationaux dont la procédure d'accréditation est différente de celle des organisations nationales. Et puis ensuite, vous évoquez le logiciel Sincère. Ce n'est pas un logiciel de sécurisation du processus, c'est un logiciel de transmission électronique des données. Et ce logiciel a fait l'objet de tentatives de piratage. Il était évident que pour des raisons de sécurité, naturellement, la CENI devait le mettre de côté parce qu'à partir du moment où il y a eu une tentative de hacking sur ce logiciel-là, il n'était plus suffisamment fiable pour être utilisé pour cette élection. Au fond, quand vous regardez les attaques dont le processus a fait l'objet par les adversaires et par des personnes extérieures, et le résultat final, finalement, le bilan de cette élection est un bilan extrêmement positif.
élaboré dans les règles de l'art, avec une victoire incontestable et incontestée aujourd'hui, puisque c'est un seul, vous l'avez souligné, un seul des candidats sur 7 qui a fait un recours devant la Cour. Alors, tout de même, on le voit, il y a un climat de contestation. On comprend bien, il y a un candidat, l'opposant Mekodjo, qui continue de contester la réélection du président Fana Simbe. On a dit qu'il y a quand même la contestation de la conférence épiscopale. Le président Fana Simbe va débuter son mandat dans ce climat. Est-ce qu'il y aura un geste de la part du chef de l'État? Le chef de l'État togolais est toujours resté très ouvert. La gouvernance appartient aux Togolais. Et donc, naturellement, il a toujours évoqué qu'il y aura une gouvernance concertée et participative. Cela étant, ça veut dire que tous les acteurs politiques qui souhaitent participer au fonctionnement de l'État, naturellement, pourraient exercer leur talent selon qu'ils le souhaitent eux-mêmes. Mais il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale. Il n'y a pas d'accord politique sur lequel on va se partager la gouvernance. Un président a gagné l'élection, il mettra en place une équipe de gouvernance ouverte à tous les Togolais. Le président Fana Simbe est donc réélu pour un 4e mandat. Quelles vont être rapidement les priorités du président pendant sa campagne, dans son projet de société? Il avait notamment parlé de l'agriculture, de la santé. Est-ce que ce sont les thèmes qui vont prédominer dans ce nouveau mandat? Absolument. L'agriculture en premier, la santé, qui sont les points importants que le mandat social que nous avions commencé sous le précédent, sur le mandat qui s'achève actuellement, mais qui ont été ralentis notamment par les crises que nous avons connues, vont être accélérés. Les projets sur l'agriculture sont importants parce qu'ils rentrent dans un axe important de notre programme national de développement. C'est ce que nous appelons l'axe 2 du programme national de développement. Mais à côté, les autres performances économiques seront renforcées et naturellement, la sécurité du Togo est un point clé de ce mandat. Monsieur le ministre des Droits de l'Homme en charge des relations avec les institutions au Togo, Christian Trimua, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Il y a 5 ans, la déclaration d'Abidjan sur l'élimination de l'apatridie était adoptée par les États membres de la CEDEAO. Depuis, 9 pays ont mis en œuvre des plans d'action nationaux. Des avancées majeures ont ainsi été réalisées, comme a tenu à le souligner l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Siamo Victoria Sedji. Cela fait 5 ans que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a adopté la déclaration d'Abidjan sur l'élimination de l'apatridie. L'engagement pris par les 15 États membres de la CEDEAO est aujourd'hui salué par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR. L'organisme se félicite des progrès réalisés et exhorte les États à redoubler d'efforts. Nous constatons des progrès significatifs en termes de réformes politiques et juridiques pour remédier aux problèmes de l'apatridie à travers toute la région. C'est une démonstration exceptionnelle en termes de volonté et d'engagement politique. 12 des 15 États de la CEDEAO ont ratifié les 2 conventions des Nations Unies relatives à l'apatridie. 9 États ont mis en œuvre des plans d'action nationaux. En Côte d'Ivoire, 400 000 enfants de plus ont été sortis de l'apatridie. La Sierra Leone, pour sa part, assure désormais l'égalité entre les sexes dans la transmission de la nationalité. Le Libéria lui a emboîté le pas. Ce serait mettre fin justement à une sorte de discrimination, à une sorte d'injustice sociale et juridique que de permettre aux femmes aujourd'hui de transmettre leur nationalité. Les VBG qui naissent des situations de conflit touchent plus les femmes et les enfants. Lorsqu'il y a un abandon au niveau de la famille ou du père, ce sont les femmes qui deviennent les principaux parents en fait des enfants. La déclaration d'Abidjan sur l'éradication de l'apatridie a été adoptée en février 2015. Le document, qui contient 26 engagements, entend mettre fin d'ici 2024 au déni de nationalité en Afrique de l'Ouest. Une région où les apatrides étaient estimés à 700 000 en 2018, selon le HCR. Air Sénégal va ouvrir son capital aux investisseurs privés. L'opération pourrait débuter dès la fin de cette année 2020. La compagnie nationale sénégalaise pourrait ainsi renforcer son capital et le porter à plus de 456 millions d'euros, avec comme objectif à terme être le leader du transport aérien ouest-africain. Siamo Victoria Sedji. Pour accélérer son développement, Air Sénégal ouvrira son capital aux investisseurs privés. L'ouverture se fera entre fin 2020 et début 2021, selon l'annonce de la Direction générale de la compagnie nationale sénégalaise. Son capital initial est d'environ 70 millions d'euros. En mars 2019, l'exécutif a déclaré vouloir le faire passer à plus de 456 millions d'euros, dont 20% reviendront aux particuliers sénégalais. Des pourvoyeurs de fonds chinois et du Moyen-Orient
clients se sont dit intéressés. L'ouverture du capital est nécessaire. Air Sénégal a besoin d'avoir une stratégie de souveraineté au niveau national. Un investissement, c'est pour rentabiliser. Si on est convaincu, quand on met de l'argent, c'est pour être plus rentable, c'est pour gagner plus d'argent, il n'y a pas de problème. Ils doivent essayer de voir qu'ils peuvent assurer demain la continuité de l'activité. À terme, Air Sénégal ambitionne d'être le leader du transport aérien ouest-africain et projette d'atteindre le point d'équilibre financier à l'horizon 2022. La compagnie visait 425 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et 300 millions en 2020. Les défis, c'est les défis de l'investissement. C'est les défis d'avoir un équipement compétitif du point de vue de la flotte, mais du point de vue aussi de l'organisation et du déplacement assuré. Si on veut aller loin et être fort, on doit aussi assurer la notoriété de la structure. La structure a besoin de partenaires solides. Créée en 2016, Air Sénégal a démarré ses opérations en 2018. Elle dessert à ce jour environ 20 destinations reparties dans 9 pays. La compagnie compte ouvrir en 2020 3 nouvelles lignes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.